Bonjour ou bonsoir à vous tous, c'est selon d'où vous nous suivez sur la planète. Vous êtes dans le monde en 7, on va faire le tour d'horizon de quelques sujets d'actualité qui nous ont paru importants, sujets donc qui ont été traités au cours de la semaine. Nous allons revenir d'abord sur le Soudan. Omar El-Béchir a été déposé, l'armée a pris les commandes du pays, mais les choses vont très vite dans le pays. On évoquera cela tout à l'heure. On parlera également du Bénin, les élections législatives du 28 avril prochain, l'opposition qui ne décolère toujours pas. Et puis, en seconde partie, le Togo, la manifestation du Parti national panafricain sous haute tension. Est-ce un bis repetita du 19 août? Et puis, les locales, le boycott, ce n'est plus d'actualité. On évoque ces sujets avec deux invités ce samedi. Beau Soleil Obekou, député à l'Assemblée nationale, président du mouvement Touche pas à mon président. Beau Soleil, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de la télévision New World. Anani Sossou, activiste et consultant en communication politique. Bonjour Anani Sossou. Bonjour Samuel, bonjour député Beau Soleil. Bonjour à tous mes compatriotes, qu'ils soient au Togo ou dans la diaspora. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence tout de suite avec le Soudan. Les choses vont très vite là-bas. D'abord, Omar El-Béchir, au pouvoir depuis 1989, qui a été déposé dans le courant de la semaine. Un conseil militaire de transition a été formé, dirigé par le ministre de la Défense. Mais cela n'a pas été du bout de la rue. Le ministre de la Défense a dû démissionné pour être remplacé à ce poste par Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman, qui est un homme peu connu du public, une nomination saluée par les Soudanais. Mais d'abord, on va faire un petit retour en arrière sur la réaction des Soudanais lorsque le général, le ministre de la Défense, Aoud Ibn Aouf, avait pris les commandes. Suivant cet élément. Dans le centre de Khartoum, l'éviction d'Omar El-Béchir et la mise en place d'un conseil militaire de transition par l'armée n'ont pas suffi à calmer la rue. La nuit de jeudi à vendredi témoigne de l'ampleur de la crise. Des milliers de manifestants ont battu à nouveau le pavé. Ils affichent leur détermination à poursuivre la révolution et appellent à maintenir le cap pour en finir avec le régime militaire, malgré le couvre-feu en vigueur. Cette révolution est contre le dictateur et contre ceux qui restent. El-Béchir a été battu aujourd'hui et il le sera également lorsque ses assistants seront démis de leurs fonctions. Ces assistants qui sont des traîtres. Nous avons besoin de Béchir. Pourquoi ne l'ont-ils pas amené chez nous? Et pourquoi nous ont-ils dit qu'il était ici et qu'il les avait arrêtés? Ibn Aouf fait partie du système et nous n'accepterons pas Kamal Abdel Marouf et nous ne voulons pas que la même chose se répète. Nous resterons ici et nous ne quitterons pas le quartier général militaire ni toutes les routes et pas seulement le quartier général militaire. Avec ce coup d'état militaire qui met fin à 30 ans de règne sans partage de Béchir, la tâche revient au conseil militaire d'administrer le pays pendant une période transitoire de 2 ans. L'ancien ministre de la Défense et vice-président Awad Benaf est désormais aux commandes. Plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Union européenne, ont exhorté les militaires soudanais à intégrer des civils dans cette équipe de transition. The United States continues to call on transitional authorities. Les États-Unis continuent d'appeler les autorités de transition à la retenue et à faire de la place pour une participation de civils au sein du gouvernement. Le peuple soudanais doit choisir ses dirigeants et son futur. Le peuple soudanais a dit clairement qu'il voulait une transition dirigée par des civils. Il devrait pouvoir le faire plus rapidement que dans 2 ans. Pour l'heure, la rue n'est pas prête à accepter l'option d'une transition militaire et appelle à la mobilisation. La situation fait craindre une escalade de violence et suscite la réaction du Sud-Soudan voisin. Son chef rebelle Riek Machar a dit jeudi espérer que la destitution du président Béchir n'affecterait pas le processus de paix en cours dans son pays. Voilà donc la rue soudanaise qui était partagée entre réjouissance pour le départ d'Omar El-Béchir et colère
quant à la prise de pouvoir par le ministre de la Défense. Anani Sossou, une première réaction sur ce qui s'est joué au Soudan. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les Soudanais, on peut le dire comme ça? Oui et non. Oui, dans le sens où les Soudanais sont arrivés à mettre quand même fin à un régime dirigé par Omar el-Béchir, un régime dictatorial tenu par une mec gantée qui a brimé non seulement le Soudan actuel, mais les Soudanais du Sud aussi. Donc oui, ils se sont débarrassés de Omar el-Béchir, mais la crainte se situe au niveau maintenant des généraux et de la suite à donner. Parce que les généraux qui sont au pouvoir, le ministre de la Défense qui a longtemps été le chef du renseignement d'Omar el-Béchir, et c'était lui qui torturait, qui tuait, qui embastillait les opposants d'Omar el-Béchir, qui a pris la tête du pays, du conseil militaire, et puis qui a été aussi, qui a dû démissionner pour être remplacé par un autre général. Ce qui n'augure pas un bon lendemain pour le pays, étant entendu qu'ils ont formé un conseil militaire de 2 ans. 2 ans pour une transition militaire. Donc, moi, j'ai tellement peur que les Soudanais se débarrassent d'un général pour avoir encore un général ou bien un homme liche à la place de Omar el-Béchir. Je voulais aussi rappeler également aux téléspectateurs que c'est seulement une crise du pain, l'augmentation du prix du pain, qui a entamé cette révolte qui dure déjà depuis 4 mois dans le pays. Il y avait eu déjà d'autres augmentations qui ont connu des scènes de violence, mais qui n'ont pas eu d'issue comme celui-ci. Donc, heureux d'apprendre également que les syndicats qui étaient à la base de ce mouvement ont demandé que la rue continue à se mobiliser jusqu'à ce que un gouvernement civil soit formé avec l'ensemble de la classe politique soudanaise et les organisations de la société civile soudanaise. Donc, oui, il faut que Béchir parte, ça c'est une bonne nouvelle, mais attention que Béchir ne soit pas remplacé par un autre Béchir. Est-ce que ce qui s'est joué au Soudan, on peut considérer que c'est historique? Oui, c'est historique parce que le président Omar el-Béchir est au pouvoir depuis 30 ans et c'est la dictature totale au Soudan. Et aujourd'hui, le peuple attendait depuis longtemps son départ du pouvoir. Donc, il y a eu beaucoup de tentatives pour le faire partie du pouvoir. Ça n'a pas réussi. Et c'est la bonne cette fois-ci. Et un dictateur s'en va du pouvoir. Bon, on ne peut que s'en réjouir parce que, étant démocrate, nous savons ce que Omar el-Béchir a fait avec sa population au Soudan. Il est même poursuivi par la CPI. Il y a 2 mandats d'arrêt international contre lui. Donc ça veut dire que le peuple s'en est débarrassé. Bon, on ne peut que dire que c'est historique. Et aussi, comme l'a dit Anani, ce n'est pas encore fini. Il faut que l'ordre constitutionnel revienne et que le pouvoir soit remis aux civils, parce que l'armée étant au pouvoir, bon, ce n'est pas démocrate, ce n'est pas bien. Donc, nous allons suivre les événements au niveau du Soudan pour voir ce que ça va donner. Et il faut qu'il y ait de l'apaisement et que la sérénité revienne au niveau du Soudan pour qu'il soit engagé sur la voie du développement. C'est ça qui est le plus important. Le peuple, on l'a dit, Anani vient de le rappeler tout à l'heure, c'est l'augmentation du prix du pain qui a causé, même qui a emporté le président de la République. Donc, lorsque le peuple a faim, le peuple est dépassé, ben, il faut toujours s'attendre à ce qu'elle se déchaîne pour emporter même le président de la République. Donc, je voudrais conclure en disant que Omar el-Béchir n'a pas instauré la démocratie dans son pays et le peuple est arrivé à le faire partie du pouvoir. On ne peut que
féliciter le peuple soudanais, mais vivement que l'ordre constitutionnel revienne et que les choses se mettent en place. On va revenir sur cet aspect, mais on a vu quand même, je dirais, une réaction un peu mesurée de la communauté internationale, l'Union africaine, les États-Unis, l'Union européenne, comme si finalement tout le monde a trouvé que bon, c'était bien de s'être débarrassé de Béchir. Mais il faut rappeler quand même que Béchir, il est né dans un village à 100 km de Khartoum en 1944. Et très jeune, il a rejoint l'armée... je pense à 16 ou 17 ans. À 17 ans, il a rejoint l'armée égyptienne. Il a fait tout son parcours comme parachutiste dans l'armée égyptienne. Et il a été très remarqué par ses patrons. Et ce qui a fait d'ailleurs qu'il est revenu très tôt pour s'emparer du pouvoir dans son pays. Ceci étant dit, une petite parenthèse sur la biographie de Béchir. Il y a beaucoup d'éléments qui concourent au fait que la communauté internationale, ou surtout l'Occident, soit pour le départ d'Omar el-Béchir. N'oublions pas que dans les années 80, Omar el-Béchir a accueilli sur son territoire des terroristes notoires, dont Ben Laden, et qui a élu même domicile à Khartoum. Et le Soudan, Khartoum était devenu une sorte de plaque tournante du terrorisme international, avec l'appui, bien sûr, de Omar el-Béchir. Donc, cela a déjà une conséquence sur même le pouvoir de Béchir, qu'on a tenté, que les Occidentaux ont vainement tenté de déstabiliser. Et la conséquence, c'est la guerre du Darfour, la guerre du Darfour, plus de 300 000 morts, avec un génocide qu'on attribue à Béchir, qui a permis aux Occidentaux de pouvoir s'en débarrasser en demandant à la CPI de lancer un mandat, ce qui n'a toujours pas réussi. Mais ce que moi je voulais relever, c'est que il est temps pour les Africains de se prendre en charge et que la communauté internationale, les États-Unis, l'Europe, n'a pas à s'immiscer dans nos affaires internes. Qu'un dictateur soit déchu, ça c'est l'affaire du peuple soudanais. Mais que la communauté internationale maintenant s'érige en donneur de leçons, en donneur de démocratie, je trouve que ça c'est exagéré. Nous sommes assez grands, après plus de presque 60 ans d'indépendance, que les peuples africains se prennent en charge sans pouvoir attendre de l'Occident de recevoir des ordres. Et je crains fort que cette intervention de l'Occident, des États-Unis, de l'Europe, puisse créer un précédent dangereux pour le pays. Parce que n'oublions pas que le Soudan est un pays extrêmement riche, dans le sous-sol extrêmement riche en pétrole. Et ça pourrait être l'objet de convoitise, d'une part. Et d'autre part, l'influence soit américaine, soit européenne, va vouloir dominer, ce qui va déstabiliser le pays. Et on vit dans une sous-région, avec l'Égypte qui est instable, plus ou moins instable, avec tout ce qui se passe dans le Sinaï. La Libye, on n'en parle même pas. Le Tchad, le Tchad avec Boko Haram. Vous avez l'Algérie, où les vieux démons guettent toujours, les vieux démons du Front islamique du Salut guettent toujours, et la Tunisie avec tous les attentats qu'on connaît. Donc c'est une sous-région qui est vraiment instable. Et une instabilité au Soudan aura des conséquences en Afrique de l'Ouest, puisque le Soudan fait frontière avec le Mali, le Niger. Donc, imaginez que la Libye étant ce qu'il est, avec les trafics d'armes, les trafics de drogue, l'instabilité, le terrorisme, avec AQMI en Sardine qui pointe dans la région, imaginez un seul instant que l'Occident arrive encore à déstabiliser le Soudan, plus la Libye, plus tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Comment serait cette partie de l'Afrique? Et n'oublions pas que ça peut avoir des conséquences jusque chez nous au Togo, en Afrique de l'Ouest. Donc je crois que nous, en tant qu'Africains, devons nous prendre en charge pour dire non. Ce sont les Soudanais qui ont soulevé le problème du départ de El-Béchir aux Soudanais de régler la question sans que l'Occident s'en immisce. Mais on sait, Beausoleil, par exemple, qu'au niveau de la communauté internationale, surtout de l'Union africaine, c'est condamnation totale de tout ce qui est coup d'État. Mais vous avez vu la réserve qu'on a eue dans le cas Béchir, comme si, bon, c'était quand même un moyen de s'en débarrasser. Il était un peu trop gênant. Ah oui, mais au fait, c'est ça même. N'oubliez pas que quand il a eu ces mandats d'arrêt de la CPI, il y a eu même une division au sein de l'Union africaine.
Et c'est l'Afrique du Sud qui l'a plus soutenu. Mais il devait être même arrêté au niveau de l'Afrique du Sud, mais ça n'a pas pu avoir. Donc les chefs d'État au niveau de la communauté africaine, l'UA était divisé. Et il y a même peut-être l'influence des Occidentaux. Et n'oubliez pas, il a même été interdit même d'accès à certains sommets au niveau de certains pays. Donc, au fait, bon, c'était quand même une petite charge que les chefs d'État, si je peux m'exprimer ainsi, portaient, et que, bon, finalement, c'est le peuple qui a décidé au niveau du Soudan. Les chefs d'État ne peuvent que suivre le peuple soudanais. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que la paix ou que la stabilité revienne au Soudan. Parce que, des fois, quand un dictateur part comme ça, derrière lui, ce n'est que le désordre et ça peut, bon, comme ça peut ouvrir la voie au terrorisme et voilà, ça peut embraser toute la sous-région et même l'Afrique entière, parce que les terroristes n'attendent que la déstabilisation, le cas de la Libye est lésion. Donc, vivement, nous souhaitons que la stabilité revienne et que surtout il soit engagé sur la voie du développement, de la stabilité et de la démocratie. Ce que je voulais relever par rapport à la réaction de l'Union africaine à travers son président, c'est que ici il y a une charte au niveau de l'Union africaine qui condamne les coups d'État. L'Union africaine devrait faire cette différence qu'ici, ce n'était pas un coup d'État, mais c'est la rue qui a poussé les militaires à prendre une certaine responsabilité. Oui, mais de toute façon, dès qu'il y a arrêt de l'ordre constitutionnel, par quelque moyen que ce soit, c'est un coup d'État. Surtout que c'est l'armée qui allait déposer Béchir. Puisque le ministre de la Défense a dit qu'il a été arrêté et gardé. Est-ce que, d'abord, Samuel, tu crois que vraiment il a été arrêté et gardé? Bon, c'est vrai qu'on peut en douter, mais l'annonce, c'est ça quand même. Mais ce qui fait la force de ce changement de régime, c'est que c'est le peuple qui est arrivé à bout de Béchir. Et que même si l'armée n'a pas pris cette responsabilité, l'armée sera incontrôlable. Puisque déjà, avant que l'armée ne prenne cette décision, le ministre de la Défense ne prenne cette décision, le chef de la police avait demandé déjà que ses administrés ne tirent pas sur la foule, sur les manifestants, et que la police a déjà rejoint la foule. Ce qui va avoir pour conséquence, si l'armée ne prenait pas cette responsabilité, que la police aidée du peuple, puisqu'il siégeait devant le siège de l'armée, ce qui va pousser tous les manifestants à les prendre en otage, j'allais dire en otage, tous les chefs militaires. Donc c'est ça qui les a poussés à prendre aussi cette réaction. Donc l'UA devait plutôt, à mon avis, prendre acte de ce qui s'est passé. Mais est-ce que ce ne serait pas un précédent un peu dangereux pour l'Union africaine? L'Union africaine a toujours été dans une posture que je ne comprends pas. C'est comme la CEDEAO aussi, où on parle de syndicats des chefs d'État qui se soutiennent les uns les autres. Donc la posture de l'Union africaine, elle est à condamner, puisqu'il y a eu déjà d'autres précédents dans d'autres pays où l'Union africaine, récemment en République démocratique du Congo, où la Cour constitutionnelle, qui est l'organe suprême d'un pays, reconnaît un chef d'État comme élu, alors que l'Union africaine dit que non, ce n'est pas cela. Donc ça veut dire que l'Union africaine se plaçait au-dessus des lois fondamentales d'une république. Vous voyez l'incohérence. L'Union africaine devait plutôt prendre acte et appeler les militaires à organiser une transition démocratique avec l'ensemble des couches socio-professionnelles du Soudan. Avant d'évoquer rapidement la suite avec l'armée qui est aux commandes, le sort même de Béchir, parce que le Conseil militaire de la transition a annoncé que Béchir est déchu, serait jugé au Soudan pour les crimes dont il est accusé et qu'il ne serait pas extradé. Oui, d'abord, je voudrais relever que c'est un coup d'État. Un coup d'État, ça, ce n'est rien d'autre qu'un coup d'État, mais qui est accepté. Et au fait, salutaire. Mais qui est accepté par le peuple. Et vraiment, c'est le peuple qui a poussé à ce coup d'État. Donc, c'est Omar el-Béchir, et elle détient la légalité constitutionnelle, mais quand l'armée le dépose, ça veut dire que c'est un coup d'État. Et maintenant qu'on annonce même
le juger. Qui va le juger? C'est le conseil militaire ou qui? La justice qui est dirigée par qui? Parce que normalement, si on doit le juger, ça doit être une cour martiale. Voilà. Donc maintenant, bon, je le dis que c'est un coup d'État. Et s'il va être jugé que la justice est équitable au Soudan, bon, tant mieux, parce qu'il faut qu'il réponde un jour aux actes qu'il a posés au Soudan. Mais pour le moment, il est présumé innocent. Donc, si on veut le juger, la Cour, je l'ai déjà dit, la CPI a déjà lancé le mandat d'arrêt. Ça veut dire qu'il y a des soupçons qui pèsent sur lui. Mais si on veut le juger au Soudan et que si la justice du Soudan est équitable, mais qu'il le fasse. Mais il faut quand même dire que moi, j'adhère complètement à l'idée de la junte militaire qui a pris le pouvoir de juger Béchir chez lui. Parce que cette CPI, on a remarqué que c'était un objet entre les mains des Occidentaux pour juger tous les chefs d'État africains qui ne se soumettent pas à leur dictat. Donc, comme on a jugé Hissène Habré au Sénégal, je crois que les mêmes conditions, ou bien comme on a eu le TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, on pouvait mettre les conditions au niveau de la justice, qu'elle soit militaire ou bien qu'elle soit civile, parce que je crois quand même qu'il y a un volet civil dans cette affaire, étant donné qu'il y a eu des massacres au Darfour. Donc, on peut mettre des moyens à la disposition de la justice soudanaise, aidés par l'Union africaine, justement, ou bien les juridictions compétentes en la matière en Afrique, pour juger Béchir sur le territoire soudanais ou bien dans un autre pays africain. Pas cette CPI-là qui ne fait que régler des comptes. Alors, je le disais, la suite, on sait que c'est les militaires qui ont pris les commandes du pays. D'abord, c'est le ministre de la Défense, Aoud Ibn Aouf, qui a pris donc la suite d'Omar El-Béchir. Mais ce vendredi, il a rendu sa démission. Il a fait l'annonce à la télévision. Il a dit qu'il a été remplacé par le général Abdel Fattah al-Bourhan Abdelrahman, qui donc a été nommé pour le remplacer. Et dans la foulée également, Salah Gauche, qui dirigeait le puissant service de renseignement soudanais, la NISS, à l'origine de la répression du mouvement de contestation ces derniers mois, a dû également démissionner. Ça, c'est sous la pression de la rue. On va suivre un peu la réaction de joie des Soudanais à la suite de cette démission. Nous sommes très contents. Ils ont dit 2 ans et c'est devenu 2 jours. Tout le peuple soudanais est heureux et nous hissons haut notre drapeau et notre armée. En 2 jours, nous avons renversé 2 régimes, ou un régime qui appartenait à Ibn Ouf, et maintenant nous remercions Dieu car la volonté du peuple a été victorieuse, bien que cela a duré. Bien sûr, nous sommes très heureux de ce qui s'est passé, que la personne choisie est l'un d'entre nous. Je suis très content. Tous les Soudanais sont contents. Je n'ai rien à dire à part que je suis content. Voilà donc la rue qui accueille favorablement la prise de pouvoir maintenant par le général Abdel Fattah Abdelrahman. Alors, il y a toujours un beau soleil des craintes quand on voit les militaires prendre le pouvoir. Je rappelle qu'en 89, quand Béchir avait fait son coup d'État, il disait qu'il allait faire 1 an et transmettre le pouvoir aux civils. 1 an est passé à 30 ans. Est-ce qu'il n'y a pas ces mêmes craintes aujourd'hui quand l'armée dit qu'elle va faire une transition de 2 ans? Mais il y a ces craintes, effectivement. Mais n'oublions pas que le monde a évolué et les données ont changé. Et je crois que moi, mon humble avis, une transition de 2 ans, c'est trop. Une transition militaire de 2 ans, c'est trop. Mais je crois que ces militaires ont eu le temps de retenir la leçon. Et vous voyez que le chef d'état-major qui est devenu président sous la pression a dû démissionner. Et je crois que le peuple est en train d'accepter le nouvel homme fort du Soudan actuellement. Donc, il lui appartient de tout faire pour avoir la confiance du peuple et de faire engager le pays sur la voie de la démocratie. Mais 2 ans, c'est trop.
mais vivement qu'il puisse réduire cette durée de la transition pour remettre rapidement le pouvoir aux civils. En tout cas, ils ont dit, les militaires ont dit, nous ne sommes pas avides du pouvoir, mais est-ce qu'il n'y a pas là, Anani Sossou, une sorte de confiscation du pouvoir par la junte militaire? Bien sûr, actuellement, il y a une confiscation du pouvoir. N'oublions pas que quand Aouf avait pris le pouvoir, ils ont décrété un couvre-feu et que les manifestants qui ont résisté, il y a eu des tirs à balles réelles où il y a eu 8 morts. Et que le nouvel homme fort du pays, Abdel Fattah, il a un passé militaire aussi aux côtés de Béchir et de Aouf. Donc ce n'est qu'une continuité. C'est-à-dire que... mais lui, il semble être un peu moins clivant. Non, Aouf, ce qu'il y a, c'est que lui, il était chef de renseignement, ministre de la Défense. Il était sous le coup des projecteurs. Abdel Fattah, c'était... C'est un inconnu. Non, c'est pas un inconnu. Du public, oui. Mais il exécutait tous les ordres donnés par Béchir et par son patron, le ministre de la Défense. Donc, l'habiller aujourd'hui comme un homme qui est sain ou bien un homme qui est neuf, je doute vraiment qu'on ne déshabille pas Pierre pour habiller Paul. Ce qu'il y a, c'est que les Soudanais doivent rester vraiment vigilants dans cette histoire. Sinon, Béchir, comme tu l'as dit, 1 an, ça s'est transformé en 30 ans. Je crains fort aujourd'hui que la même situation se présente. Parce qu'il faut voir ce qui s'est passé également avec le maréchal Sissi en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un forcing, il a organisé des élections qu'il s'est empressé d'emporter et il a réprimé tous les contestataires, y compris les frères musulmans qui avaient gagné les élections. Je crains fort que cette situation ne survienne également au Soudan, comme je l'ai dit au début, où l'armée organise des élections et que quelqu'un de leur rang démissionne, en l'occurrence le nouvel homme fort, El Fattah, ne démissionne de l'armée pour briguer un mandat présidentiel. Ou soit ils vont placer à la place simplement un homme lige qui est capable de protéger les intérêts des militaires. Parce que n'oublions pas que les militaires se sont beaucoup enrichis dans cette histoire au Soudan à travers des trafics d'armes, à travers des trafics de pétrole. Avec la bénédiction de Béchir. Donc il faut faire très très attention dans cette histoire pour que on ne vende pas un sorcier pour acheter, on ne vende pas un voleur pour acheter un sorcier. Les États-Unis ont dit qu'il faut intégrer rapidement les civils au gouvernement. L'Union européenne a dit qu'il faut le plus rapidement possible transférer le pouvoir aux civils. Là, la question des civils au pouvoir se pose avec acuité, mais apparemment l'armée n'est pas vraiment très prête à lâcher le pouvoir. Oui, mais ils évoquent l'instabilité. Est-ce qu'ils ne sont pas là pour être garants de la stabilité? Oui, bien sûr. Ce n'est pas forcément l'État au pouvoir qu'on le fait. Oui, mais présentement, dans tous les pays africains, nous croyons que c'est les militaires qui assurent plus, qui sont plus garants de la stabilité des pays et la situation qui se présente. N'oubliez pas, 30 ans de dictature est passé et immédiatement... peut-être à un régime civil dans les moments qui suivent, ça serait peut-être difficile et peut-être ouvrir la voie à l'instabilité. Moi, je ne suis pas trop contre du fait que l'armée bien organisée prenne les rênes du pouvoir actuellement, mais moi je souhaite vivement que cette transition-là ne dure pas et qu'il y ait des élections crédibles pour que la démocratie s'installe et que les civils viennent au pouvoir. Les États-Unis et l'Union européenne, tout ça, ils ne peuvent que dire ça. C'est la voie, les expressions diplomatiques, tout ça. Et la réalité, c'est que le peuple veut la démocratie, le peuple ne veut pas de la dictature au Soudan et que la démocratie soit en marche au Soudan. Dire toujours que l'armée constitue un garant pour une stabilité, cela signifie qu'il y a un déficit démocratique. Ce qu'il faut pour l'Afrique, c'est d'avoir des institutions vraiment fortes où l'armée a son rôle à jouer. Par exemple, moi je vis dans un pays, dans un royaume comme la Belgique, où on a fait presque 1 an sans gouvernement, mais le pays a fonctionné. 2 ans. 1 an sans gouvernement, mais le pays a fonctionné comme si de rien n'était. Parce que chaque institution à sa place jouait son rôle. C'est ça qu'il faut pour l'Afrique, que nos pays
et des institutions vraiment fortes où chaque institution joue son rôle. Et l'armée reste républicaine, reste garante de l'intégrité du territoire en cas d'attaque extérieure. Voilà le rôle que l'armée doit jouer. Parce que chaque fois qu'on va dire que l'armée est garante de la stabilité d'un pays, ça veut dire qu'on sous-entend qu'il y aura une dictature. Et chaque fois que l'armée prend le pouvoir dans un pays, l'armée ne lâche plus. Oui, je le dis uniquement pour la situation du Soudan. Et je l'ai même précisé qu'après 30 ans de dictature, voilà un scénario qui peut peut-être marcher au niveau du Soudan. Mais il y a de ces cas où les institutions sont fortes en Afrique, des pays où les transitions se passent entre civils et rien ne se passe. Donc, il faut quand même encourager aussi ces institutions fortement. Mais moi, je précise que c'est dans le cas du Soudan que j'ai dit que dans ce cas, l'armée constitue peut-être une entité bien organisée pour être garant de la stabilité. Alors, mais Analyse Soso, on semble quand même oublier quelque chose. C'est que le 19 décembre 2018, et on l'a rappelé tout à l'heure, c'est la hausse des prix du pain, le triplement des prix du pain qui a fait descendre les Soudanais dans la rue. Jusque-là, cette crise, disons, sociale s'est muée en crise politique, mais plus personne ne parle de cela. Le prix du pain est toujours comme Béchir l'avait décidé. Jusque-là, on n'en parle pas. Mais il faut toujours un élément déclencheur de quelque chose. Parce que les Soudanais ont longtemps dominé leur soif. Ils se sont repliés sur eux-mêmes. Ils ont dominé leur soif de changement, leur soif de voir El-Béchir quitter le pouvoir. Et la goutte d'eau de trop, c'était cette question de pain qui a emporté le pain le prix a été triplé par 3, qui a emporté El-Béchir. C'est ça qu'il faut voir dans nos pays où on fait abstraction de la démocratie. Parce que on a l'impression que tout va bien, que tout doit toujours aller bien, que le peuple est résigné. Mais il faut seulement une petite aiguille, un petit truc pour déclencher tous les rancœurs que le peuple emmagasine. C'est pourquoi, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Il faut toujours prévoir à l'avance tout ce qui peut arriver. En ce sens où on doit toujours tenir compte de l'intérêt des populations, puisque c'est les populations qui détiennent en réalité le pouvoir. Le cas de plusieurs pays comme l'Algérie, le Burkina, ça nous démontre que c'est le peuple en fait qui détient la réalité du pouvoir et qu'il place simplement à la tête de l'État des hommes pour qui il a voté. Et que du jour au lendemain où ça n'ira pas, et bien voilà. Regardez aujourd'hui au Mali ce qui se passe également. Bien que Ibeka soit réélu, la rue gronde. Et les Maliens protestent tous les jours. Et moi je crains fort que la situation mauritanienne, soudanaise plutôt, n'arrive dans ce pays. Donc il faut tenir compte alors des aspirations des populations pour éviter que ces drames n'arrivent. Quand on a entendu l'armée dire nous ferons une transition de 2 ans, nous instaurons un couvre-feu d'1 mois et tout, mais l'armée n'a rien dit sur ce qui a fait descendre les Soudanais dans la rue, c'est-à-dire nous réduisons le prix du pain, nous réduisons le prix du carburant, nous ouvrons l'espace d'expression au niveau des médias surtout. Il faut des annonces du genre pour rassurer les populations aussi. Mais ils ont déjà dépassé au niveau du Soudan le motif, le mobile qui a pousser le peuple à sortir. N'oubliez pas que c'est sûr que ce peuple, les constatataires ont bénéficié des soutiens peut-être invisibles de ces mêmes éléments de l'armée. Donc aujourd'hui, au fait, c'est le départ du pouvoir du président Omar El-Béchir qui est visé depuis. N'oubliez pas que des contestations ont été réprimées par le passé dans le sang. Maintenant que les contestataires ont remarqué que 1 mois, 2 mois de contestation, bon, et qu'ils sont toujours en position de force, entre guillemets, ils ont poussé jusqu'à ce que le régime soit renversé. Et ils sont allés même plus loin. Ils ont mis la pression sur... le président, le ministre de la Défense qui a pris le pouvoir, il est parti aussi. Donc, ça démontre que réellement ce que veut le peuple du Soudan, ce n'est pas que ce peuple est dépassé en tant que tel par l'augmentation du prix du pain, mais c'est que c'est la tête du président qui ne lui plaisait plus. Mais quand je donne par exemple un exemple du Togo, quand vous achetez le pain à 100 francs et que vous l'achetez à 300, vous demandez que le président parte, il est parti, le pain est toujours à 300.
Bien sûr, comme je disais tout à l'heure. On est content de ça, on est content, on a oublié même. Comme je disais, c'est un alibi pour faire partir le président Béchir. Vous voyez, quand un peuple est déterminé, il arrive toujours à bout de ses revendications. Bouteflika, qu'est-ce qu'il a dit? 5e mandat, non. Il a démissionné, son 5e mandat. Et pourtant, il a dit, ben voilà, je vais organiser une transition pour aboutir à des élections. On lui a dit non. Il est parti. Mais maintenant, celui qui l'a remplacé, le chef du conseil de la nation, ce qui est l'équivalent, Abderrahmane Ben Salah, ce qui est l'équivalent du Sénat chez eux, il est aussi également contesté. Donc, en fait, c'est un mobile que les gens cherchent à déstabiliser, non pas à déstabiliser, mais à destituer les autocrates qui sont au pouvoir. Je suis sûr aujourd'hui qu'on garderait le prix du pain au même prix, ou bien qu'on l'augmenterait encore légèrement, que les Soudanais ne diront rien, mais qu'ils iront quand même acheter ce pain-là, puisque l'objectif pour eux est déjà presque atteint, le départ de Béchir. D'accord, on va changer de sujet. On parle maintenant du Bénin. Les élections législatives au Bénin auront lieu le 28 avril prochain et ce sera sans l'opposition. C'est ce qui était ressorti il y a quelques jours d'un communiqué signé par les présidents des institutions. Ces présidents qui étaient reçus par le chef de l'État, Patrice Talon, alors que donc la session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'est terminée sur un constat d'échec. Et à quelques heures du début de la campagne pour ces élections, le président de la République béninoise s'est livré à un jeu de questions-réponses où il a déploré la position de l'opposition en restant quand même très ferme sur le scrutin donc, du 28 avril sans l'opposition. Beau Soleil Obekou, une réaction? Oui, au fait, ce qui se passe au Bénin est déplorable, que l'opposition ne participe pas. C'est la première fois depuis que la démocratie est amorcée au Bénin que l'opposition ne va pas participer à une élection. C'est quand même déplorable. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils en arrivent là? Bon, on a eu les informations. C'est l'opposition même qui avait peut-être failli. Entre guillemets, comme le dit le président Talon, il n'avait pas respecté les conditions pour être accepté au niveau de la Commission électorale nationale pour participer à ces élections. Bon, maintenant, on ne peut que le déplorer, mais de l'autre côté, le président Talon, il est le garant de la Constitution. Je ne sais pas s'il a raison ou pas, mais il parle du respect de la Constitution. Et si la Constitution est respectée à la lettre au Bénin et que l'opposition ne participe pas à ces élections, bon, l'opposition ne peut que s'en prendre à elle-même. Donc, ce qui se passe au Bénin, je le dis, c'est déplorable. Mais si la Constitution est respectée, c'est la démocratie. On ne peut rien. Anani Sossou, l'opposition au Bénin s'est quand même dit triste et déçue après la sortie du président Patrice Talon. On espérait qu'il allait faire une annonce de repêchage. Il n'en a pas été le cas. D'ailleurs, il a insisté, dire que c'est par des manœuvres que deux groupes politiques de mon camp sont sortis du lot. Ce n'est pas honnête. Voilà un homme qui tient droit dans ses bottes. D'abord, c'est quand même regrettable pour la démocratie béninoise qui est citée en exemple en Afrique de l'Ouest et partout d'ailleurs dans le monde. Il faut rappeler que à l'origine de cette crise, c'est le vote d'une loi au niveau du code électoral qui est à la base de ceci. Ça veut dire quoi? On s'est rendu compte qu'il y a une pléthore de partis politiques au Bénin qui n'ont pas d'assises nationales, mais d'assises régionales, préfectorales ou bien communales même. Et que Patrice Talon avait jugé, pour rendre la démocratie béninoise plus forte, selon lui, qu'il faut réduire le nombre de partis qui existent, dans ce sens où chaque parti doit avoir au moins 10% désormais de l'électorat pour se constituer vraiment en parti. Parce que, disait-il dans son interview d'il y a 2 jours, qu'à l'Assemblée nationale, il y a des partis qui n'ont qu'un seul député depuis des lustres, et il y en a qui en ont peut-être 2, mais ces députés-là, ils sont toujours là pour marchander leur soutien, soit aux différents gouvernements qui se sont succédés dans le pays depuis l'amorce du processus démocratique en 1990. Donc, soit
Mais ce que je remarque, c'est que il a pris des gens un peu de court. Oui. Ils avaient déjà discuté de cela. Et au mois de mars dernier, il a reçu l'opposition. Le débat était vraiment très houleux. Oui. Et il aurait pu, au nom de l'apaisement, parce que n'oublions pas que c'est le chef de l'État, le garant de l'unité nationale, il aurait pu, au nom de l'apaisement, faire participer des gens à cette élection et pour que la nouvelle assemblée qui soit élue révise vraiment le code électoral pour réduire le nombre de partis fictifs, ou bien même il y a des partis qui se sont illégalement constitués avec de faux documents, mais qui sont présents sur l'échiquier politique béninoise. Donc, ce que fait Talon n'est pas si mauvais que ça, mais c'est la méthode que les Béninois lui reprochent beaucoup. Il veut changer drastiquement les choses et de manière brute. Ce qui n'est pas bon. Il a une méthode de chef d'entreprise. Voilà, c'est un entrepreneur d'ailleurs, ça se comprend. Donc il a cette méthode de chef d'entrepreneur qu'il veut appliquer à toute une nation. Or, une nation est une sensibilité de diverses couches. Et il faut tenir compte de chaque sensibilité, de chaque ethnie, étant donné que nous, Africains, on est tellement ethniques, on est tellement tribal, que si on ne sait pas faire, on risque de créer une division dans le pays. Patrice Talon aurait pu prendre son mal en patience, briguer un second mandat, parce qu'il a fait quand même des réformes qui sont louables, en dehors du code électoral qui pose problème. Il a fait quand même des réformes louables. Il a lutté contre la corruption. Il a lutté, par exemple, contre le fait que des marchés soient donnés de gré à gré, même si lui, dans le temps, il a été le champion de ça sous les différents gouvernements, Kérékou, Boni. Et donc, il aurait pu prendre son mal en patience. Je lisais une tribune hier de 7 personnalités politiques d'importance au Bénin, comme Victor Topanou, qui a été ancien garde des Sceaux. J'ai vu l'aumônier des hommes politiques et des évêques et du clergé catholique du Bénin. J'ai vu également l'ancienne ministre de la Justice également, Rikia Modougou. Donc c'était une tribune vraiment intéressante où ils ont pris le Bénin depuis 1990 jusqu'à l'époque Talon. Ils ont fait des analyses, ils ont trouvé des constats qui sont justes. Et ils craignent plutôt pour l'unité de la nation après ces élections législatives. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qu'il faut voir. Donc Talon, à mon avis, il est dans un débat qui est juste, mais c'est la méthode et la manière de mener ce débat et de l'imposer à tout le monde sans vouloir écouter tout le monde, qui fait qu'aujourd'hui, le Bénin fera une exception lorsque des gens ne vont pas se présenter comme le FCBE ou la Renaissance du Bénin, ne vont pas se présenter aux élections législatives prochaines. Ici, on accuse quand même Patrice Talon aussi d'avoir mis tout cela en œuvre parce qu'il voulait réformer la constitution béninoise. Or, c'est quelque chose que les Béninois n'aiment pas beaucoup, qu'on touche à leur constitution. Par 2 fois, l'Assemblée l'a arrêté. Il s'est dit le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir une Assemblée tout acquise à ma cause. Oui, non. Il est chef président de la République et homme politique. Mais il ne peut qu'avoir souhaité ou bien vouloir que la situation politique dans son pays soit à sa faveur. Mais il appartient à ses adversaires aussi de faire ainsi pour renverser la situation. Mais je ne sais pas pourquoi l'opposition n'a pas pu présenter ces listes dans le délai constitutionnel et avec les dossiers qu'il faut. Mais le problème maintenant, c'est que ce qu'il faut se demander, est-ce que le fait que l'opposition ne participe pas à ces élections, c'est anticonstitutionnel? Non, je dis non. Moi, je suis un adepte du respect scrupuleux des constitutions, de la constitution des pays. Mais Patrick Talon, je ne suis pas en train de le soutenir, mais il évoque chaque fois le respect de la Constitution. Mais si l'opposition, l'acte qu'a posé l'opposition pour s'écarter des élections actuelles est un acte qui a fait qu'elle est tombée dans son propre piège, elle ne peut que s'en prendre à elle-même. Donc, on veut faire la politique. La démocratie, c'est le respect des lois. C'est que quand vous faites une loi, qui, bonne ou mauvaise, c'est selon, mais
et que pour la respecter, aucun autre n'a été capable, sinon que 2 qui sont de votre camp, qui ont pu remplir les conditions, ça pose problème aussi. Non, ce que moi j'ai appris, je ne sais pas si je me suis trompé, c'est que l'opposition a attendu le dernier moment pour apporter, pour déposer les dossiers pour la candidature, alors qu'il fallait se lever, il fallait pour l'opposition se lever tôt et pour être dans le délai. Bon, c'est ce que moi j'ai compris de cette situation, mais ils attendaient que peut-être mettre la pression sur le président pour avoir des conditions spéciales, mais il lui appartient d'accepter ou de refuser si la Constitution est respectée. Donc, ils avaient voulu, comme l'a dit mon frère Anani, que le Patrick Talon n'a pas tort, mais c'est la manière de faire qui pose problème. Mais si la Constitution est respectée, alors c'est la démocratie. Mais ce légalisme pur et dur, est-ce que ça ne pose pas aussi problème? Je voulais dire justement que les lois ne sont pas immuables. Les lois sont faites pour les hommes que vous gouvernez. Et je me rappelle également que c'est difficile de changer les méthodes au Bénin. Très difficile. Parce que Yahi Boni avait essayé déjà de réformer la Constitution et s'est retrouvé devant un mur. Il y a même des réformes qui sont nécessaires et utiles pour le pays. Parce qu'au Bénin, c'est un pays tellement corrompu. Et ça, c'est Transparency International l'a toujours qualifié de pays très, très corrompu. Donc, Patrice Talon a eu quand même ce courage-là, ce mérite de vouloir réformer le pays en profondeur. Même si aujourd'hui, on ne voit pas la conséquence immédiate de ces réformes, on verra bien dans le temps ce que ça a apporté, les réformes des douanes, de la police, etc. Il les a opérées. Mais ce qui paraît quand même bizarre, comme tu le disais, Samuel, c'est que au niveau des partis politiques, les 2 seules formations politiques qui ont pu déposer les dossiers étaient des formations qui sont proches exactement du chef de l'État. Mais c'est de bonne guerre aussi, moi je dirais, parce que quand on est au pouvoir, il finit son mandat en 2021, il veut briguer un autre mandat, parce que n'oublions pas que Talon, au départ, il avait voulu réformer la Constitution pour imposer un mandat unique de 6 ans, ce que les Béninois ont refusé. Et il s'est replié, il dit, ah ben d'accord. Pour autant, si vous ne voulez plus d'un mandat, ben, faisons 2 mandats. Mais je ferai tout alors pour gagner mon 2e mandat. C'est la logique et la stratégie qui est mise en place aujourd'hui, lorsque c'est seulement des partis proches de lui qui ont pu remplir les conditions pour être présents aux élections législatives. Et je voulais dire une chose concernant l'opposition béninoise. L'opposition béninoise a toujours eu cette facilité-là. On a eu des transfuges, ce que moi j'appelle des prostituées politiques, qui quittent un camp aujourd'hui, vont dans un autre camp, et puis après, le cas de Azanaï. Oui, lui, il est dans tous les camps. C'est vraiment parlant. Il faudra quand même qu'on assainisse le paysage politique béninois, pour que une formation politique soit une formation politique d'envergure nationale. Et je crois quand même que c'est ce qui se passe au Bénin peut être appliqué au Togo, parce qu'on a, on a 114 partis togolais au Togo, mais c'est des partis fantoches qu'on ne voit que... On y viendra tout à l'heure. Lorsque il y a des élections. Il y a des élections. Et surtout les marches. On y viendra tout à l'heure. On va marquer la pause. On va marquer la pause pour suivre le journal. Non, c'est le temps. On suit le journal, on revient tout de suite après.